Donc, je suis content de te présenter, puisque donc, nous poursuivons cette journée, cette première journée nationale consacrée aux géosciences, hein, dans le cadre d'une action menée conjointement avec le CNRS et l'INSU. Donc, Florence, je vais en quelques mots te présenter, hein. Tu es donc hydrométéorologue et directrice de recherche CNRS. Tu es également professeur attaché à l'école normale supérieure. Ah non, pardon, c'est à l'ENS, c'est Normal Sup ou c'est... Ah non, c'est l'équipe Surface. Non, Non, c'est c'est bien l'école l'ENS, normale hein. supérieure à Paris, Eh ben ouais. ouais, à l'école normale supérieure, mais dans l'équipe Surface et réservoir de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Tu es Exactement. également membre de l'Office français de la biodiversité, dont on a régulièrement parlé, hein, lorsqu'on organise les semaines du climat, donc l'OFB. Et tu t'intéresses à l'évolution de la ressource en eau en France, un sujet particulièrement important, et donc en particulier sur les prévisions saisonnières de la ressource en eau souterraine. Et tu interviens régulièrement dans de nombreux médias, alors on cite France Inter, Le Monde, sur les enjeux de ressources en eau et l'influence du dérèglement climatique. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui donc de risques d'inondation et l'influence du réchauffement climatique sur ces phénomènes. Voilà, Tout à fait. je vais maintenant disparaître, te laisser la parole. Alors, tu sais que c'est la moitié de l'heure, hein, consacrée à ton déroulé, et puis le reste, les questions qui seront posées par les élèves. Voilà, allez, à tout Super. à l'heure. C'est moi qui change les diapos ou... Je te donne Oui, la main. d'accord. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et donc, on va parler inondation. C'est l'hiver en plus, donc c'est plutôt la saison propice aux inondations. Et déjà, je voulais vous parler du risque inondation, donc, parce que un petit peu comme la plupart des risques, en tout cas en géosciences, hein, un risque, c'est toujours associé à donc, un aléa, voilà, plus une exposition, c'est-à-dire soit un enjeu, une vulnérabilité. C'est-à-dire que si on avait, donc ici, vous avez une rivière qui déborde et qui inonde un village, et donc elle est bien liée à une rivière qui déborde, mais aussi à la présence du village. Donc on considère que c'est un risque quand il y a un enjeu qui est donc vulnérable à un aléa, et on pourrait très bien avoir l'aléa sans avoir de risque, parce que voilà, une rivière qui déborde, si finalement il n'y a personne qui vit autour, eh ben, ce n'est pas vraiment un risque, c'est juste une variabilité. Donc voilà, le risque, c'est bien l'exposition d'un enjeu à un aléa. Ça, c'est juste pour donner les choses, parce qu'on va voir que l'évolution du risque inondation, il est à la fois associé à l'évolution de l'aléa, mais aussi à l'évolution de l'exposition, c'est-à-dire que nous, humains, on se place dans des endroits qui sont risqués par rapport à cet enjeu, à cet aléa. Donc, pour l'aléa inondation, on va juste prendre quelques éléments. Donc là, je vous ai mis des figures. Et finalement, la question que je peux vous poser par rapport à ces cas de figure où on voit qu'il y a de l'eau qui déborde en surface, finalement, parmi ces 4 photos, qu'est-ce qui est vraiment une inondation? Donc, comme ça, là, ça paraît un petit peu idiot. Vous allez dire, en fait, les 4 sont inondés. Mais en fait, on ne va pas considérer que c'est tout à fait des inondations. En fait, si je passe la diapo d'après, en fait, on va considérer que certaines de ces zones inondées sont en fait juste l'expression d'une variabilité tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'en haut, on a en fait des zones de marée. Donc, c'est normal que ces zones-là soient inondées pendant l'hiver. Ce n'est pas vraiment une inondation, c'est plutôt une variabilité. Et on voit là ici que c'est un champ qui est inondé, mais ce champ, en fait, il s'est placé quand même dans un marais, c'est-à-dire qu'il quelque part, il s'est vraiment mis dans un aléa très fort, donc c'est normal aussi qu'il soit inondé. C'est pas forcément marqueur, on va dire, d'une très forte variabilité du niveau de la rivière. Ici, par contre, en dessous, on a 2 villes qui sont inondées, donc là, c'est donc des impacts sur les humains. Mais par exemple, sur la ville de Saintes, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent. En fait, c'est la ville qui est vraiment tellement à proximité de la rivière
qu'elle se retrouve inondée quasiment tout le temps. Donc, c'est plutôt, en fait, les habitants à l'époque qui ont construit la ville qui se sont dit « j'ai plus d'avantages à me placer proche de la rivière, même quand elle déborde, parce que j'ai des dégâts, mais finalement, je préfère avoir ces dégâts, j'ai plus d'avantages à être à proximité de la ville que d'en être loin. » Donc, finalement, c'est assez régulier que la ville de Saintes soit inondée. Et par contre, là-bas, on peut avoir des inondations vraiment exceptionnelles qui sont associées à des moments où vraiment il y a énormément d'eau qui transite dans la rivière et qui déborde vraiment. Et là, ça fait des inondations. Donc, finalement, la notion d'inondation elle-même, elle peut vraiment varier. Et donc, ensuite, si on pense aux inondations, en fait, il y a plusieurs types d'inondations. Il n'y a pas un seul type d'inondation. En particulier, on peut distinguer des inondations qui viennent par le haut, on va dire par les précipitations, des inondations qui viennent par le bas, donc là, du coup, c'est par les nappes, et puis des inondations qui viennent par l'amont de la rivière ou plutôt par l'aval de la rivière. Vous voyez, on a à peu près tous les cas possibles. Alors, si j'illustre un petit peu ça, les inondations par le haut, ça va être effectivement plutôt des pluies. Par le bas, ça va être donc plutôt des remontées de nappes. Par l'amont, c'est une crue en fait qui va se propager. Et puis par l'aval, ça risque d'être ce que vient de parler Christophe, des inondations par submersion. Alors, je vais faire un petit focus sur chacune d'entre elles. Donc, l'inondation, voilà. Bon, ces 4 types d'inondations, ils peuvent se produire en plaine, elles peuvent même se combiner, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes formes en même temps. Et même sans submersion, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les inondations liées à la hausse du niveau marin, ça peut ralentir l'écoulement en rivière et du coup aggraver les inondations. Donc, même quand ce n'est pas vraiment de la submersion, le niveau marin, ça peut jouer sur la dynamique des inondations. Et puis, voilà, donc parmi les inondations aussi, on a des inondations qui sont liées à des accidents et un type d'inondation qui peut faire vraiment des dégâts très importants qui se produisent malheureusement régulièrement de par le monde, ce sont des ruptures de barrages. Donc les ruptures de barrages, c'est vraiment quelque chose qui va générer une vague, qui va tout emporter. Ce qui arrive, heureusement, pas trop souvent, même si de par le monde, ça arrive quasiment tous les ans. Par contre, il y a quelque chose qui arrive plus souvent, c'est des petits barrages, on va dire des digues, qui, elles, peuvent se rompre régulièrement et qui génèrent aussi ce genre de vagues. Alors, vous allez dire, oui, ok, ça se produit à l'étranger, mais nous, ça ne nous concerne pas en France. Eh bien, en fait, on a eu un épisode assez violent. Hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont dans le Var, mais à Fréjus, en 1959, donc ça commence à faire un petit moment, il y a eu un barrage qui a rompu et qui a généré finalement une énorme vague d'eau et qui a généré donc malheureusement la perte de 400 personnes. 423 personnes. Alors, l'inondation par submersion, donc effectivement, Christophe en a parlé, hein, les vagues qui dépassent effectivement la plage et qui atteignent les villes. Ça, finalement, c'est un risque qui apparaît en France de façon assez importante et qui, effectivement, va augmenter avec le changement climatique. J'ai mis sur cette carte l'extension des zones qui sont associées à ce risque. Vous voyez en rouge toutes les zones dans lesquelles aujourd'hui déjà on peut avoir des inondations par submersion. Mais ça touche quasiment tout le littoral, essentiellement évidemment les zones les plus plates. Hein, évidemment, si tout de suite on a une falaise, eh bien il y a moins ce risque-là. Mais donc vous voyez, c'est quand même important. Et en 2010, la rupture d'une digue lors d'une tempête avait fait 53 morts. Ensuite, on a donc l'inondation par débordement des cours d'eau. Finalement, c'est souvent à celle-là qu'on pense, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pluie sur un bassin versant pendant plusieurs jours, et on a le niveau de la rivière qui monte, et puis finalement qui déborde. Souvent, la rivière, elle regagne ce qu'on appelle le lit majeur, c'est-à-dire que la rivière, elle circule dans un endroit qu'on appelle le lit mineur, et puis ensuite, elle fluctue en fait entre
dans l'année entre les hautes eaux, les basses eaux, l'été, l'hiver. Et donc, elle a un lit majeur. Et en général, une inondation, ça commence par déborder dans le lit majeur. Le problème, c'est que justement, les humains, ils ont souvent construit dans le lit majeur, ce qui fait qu'il y a déjà des maisons qui vont être inondées, même si la rivière, finalement, elle fluctue simplement dans son lit. Donc ça, c'est essentiellement causé soit par des précipitations très fortes, soit par des précipitations qui sont moyennement fortes, mais pendant un temps relativement long. Et souvent, on exprime ces débits, en fait, qui est associé à ces inondations, avec des périodes de retour, c'est-à-dire qu'on parle de crues centenales ou de crues décennales. Donc, ce qu'on essaye de faire en France, c'est de ne pas être sensible à des crues qui reviennent avec une fréquence, on va dire, de 10 ans. Les crues décennales, c'est en gros, vous avez une chance sur 10 que ça se produise cette année. Et donc, voilà, on essaye que cet épisode-là ne génère pas d'inondation. Mais par contre, évidemment, pour les crues centenales, là, en général, il y a des dégâts. Alors, ça, c'est pour... voilà. Après, on a des inondations qui sont des inondations par ruissellement. Alors, celles-là, c'est des inondations qui peuvent se produire par rapport à... Enfin, partout, en fait. Même en haut des versants. Parce que, finalement, la différence par rapport à tout à l'heure, les inondations par débordement dans le lit de la rivière, ça, en général, ça se passe en bas, dans la plaine, dans la vallée alluviale. Par contre, une inondation par ruissellement, c'est vraiment, ça peut se produire partout, y compris sur les plateaux. Et ça, c'est associé à des fortes précipitations. Donc, par exemple, comme il y a eu à Valence, voilà, avec beaucoup d'eau qui tombe en très peu de temps. Et là, du coup, l'eau, elle n'arrive pas à s'infiltrer dans le sol, elle va ruisseler et ça va s'écouler et ça va vraiment tout inonder. Donc, c'est généralement associé à des fortes précipitations, et ça, typiquement, c'est le genre d'inondation qui risque d'augmenter également avec le changement climatique. Associé à ça, on va avoir des risques de coulées de boue, et puis malheureusement, c'est des inondations qui sont assez rapides, typiquement comme Valence, et qui peuvent générer finalement beaucoup de mortalité. Donc ça, c'est vraiment des situations risquées aussi pour les humains. Et puis, il y a une autre forme d'inondation, c'est les inondations par remontée de nappe. Donc, la nappe, elle est très chargée, l'eau souterraine, et quand elle est très chargée, finalement, elle remonte en surface, et puis finalement, elle déborde. C'est un petit peu comme si vous aviez des sources qui apparaissent partout, et ces sources-là, évidemment, elles empêchent l'eau de s'infiltrer, puis elles coulent, voilà. La spécificité des inondations par remontée de nappe, c'est que comme ça vient du haut, du bas, ça sort par le bas, nous, parfois, on fait des digues comme ça qui protègent la rivière, qui empêchent la rivière de déborder. Mais finalement, quand c'est des inondations par remontée de nappe, l'eau, elle peut aller de l'autre côté de la digue. Et là, du coup, elle est coincée par la digue et par le relief, et l'eau qui est ici, là, qui est remontée, elle se retrouve empêchée de circuler et de rejoindre le lit de la rivière. Et du coup, ça fait également une des raisons pour lesquelles elle a du mal à s'évacuer. Alors, la singularité des inondations par remontée de nappe, c'est que ça peut durer très longtemps, parce que la nappe, c'est quelque chose qui s'écoule beaucoup plus lentement que la rivière. Et c'est pas rare qu'une inondation par remontée de nappe, elle dure plusieurs semaines, et voire parfois même plusieurs mois. C'est le cas typiquement aussi dans le Pas-de-Calais, ou alors il y a une vingtaine d'années dans la Somme. Donc finalement, si on résume, la cause des inondations, il y en a plusieurs. On peut avoir une précipitation très abondante, donc ça fait un ruissellement. On peut avoir une précipitation importante sur une longue durée, et donc là, on peut avoir des débordements de nappe. On peut avoir aussi des précipitations qui ont lieu alors qu'il fait également très chaud sur une zone où il y avait de la neige. Et là, du coup, on va avoir une fonte de neige très importante, et ça va générer également des crues. Ça arrive typiquement au printemps dans les zones proches des reliefs. Et puis, on peut sinon avoir également du vent et des dépressions qui génèrent une surcote marine et qui empêchent la rivière de s'écouler, et du coup qui génèrent une inondation. Donc, en fait, on voit qu'il y a plusieurs phénomènes météo qui peuvent générer des inondations. Voilà. Donc, là, on va dire, on a regardé un petit peu l'aléa
qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir de l'eau qui déborde de la rivière? Maintenant, en fait, encore une fois, pour avoir ce qu'on appelle un risque inondation, il faut une exposition, donc on va regarder cette exposition. Et pour le coup, je vais vous montrer quelques petits chiffres comme ça, puis quelques cartes. Donc, en France, on considère que le risque inondation, ça touche 18 millions de personnes. On est 68 millions actuellement en France, donc vous voyez, ça touche quand même une grosse partie de la population, presque un quart. Ça touche 10 millions de logements, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Et en plus de ça, il y a la submersion marine qui touche 1,5 million de personnes et 1,3 million de logements. En termes de budget, c'est des coûts qui sont importants. Là, on parle de 14 milliards d'euros, donc c'est relativement important. Et si on regarde maintenant la carte, vous avez la carte des zones qui sont sujets à inondation. Vous voyez, c'est les zones en bleu. Alors, plus c'est bleu foncé, plus il y a des risques d'inondation. Et alors, vous constatez par vous-même que finalement, il y a plus de gens qui sont affectés sur le côté est de la France que sur le côté ouest. Ce qui peut paraître un petit peu étonnant, et donc avec des zones qui sont quand même très fortement à risque d'inondation. Quand c'est très bleu foncé, vous voyez, c'est 100% de la population peut être affectée. Et vous avez en pourcentage de la population française, là, sur quelques régions, où on vous dit que finalement, la région où il y a le plus de pourcentage de la population française qui sont affectées par un risque inondation, il y a d'abord l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Côte d'Azur, Grand Est, Occitanie, etc. Finalement, la Corse, par exemple, la Guyane ou la Martinique sont moins impactées en pourcentage de population. Dans les types d'inondations marquées, donc il y a le risque de submersion marine, et là on voit que évidemment ça touche une plus faible partie de la population, mais on voit quand même que sur ces villes-là, il peut y avoir 100% de la population qui est à risque d'une inondation par submersion marine. Donc, typiquement, le plus important, c'est en Hauts-de-France et également en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il y a aussi des villes qui sont sujets à plusieurs risques d'inondation. Et dans ces conditions-là, on considère qu'elles sont à risque important d'inondation. Et vous voyez, c'est un petit peu partout en France. Là, c'est beaucoup plus réparti dans plein de régions de France. On considère qu'il y a 124 territoires qui sont à risque important d'inondation. 35 qui sont à la fois inondation et submersion marine. Et ça représente l'équivalent de toutes les grandes agglomérations françaises, donc 7% des communes et 29 millions d'habitants. Si je fais un petit focus sur l'Île-de-France, en fait, l'Île-de-France, comme elle concentre un grand nombre d'habitants, eh bien forcément, il y a un risque d'inondation qui est assez sérieux. Donc, on considère qu'il y a 500 000 logements qui sont impactés, presque 1 million d'habitants, 750 000 emplois, plus de 100 000 établissements et évidemment tout un tas de réseaux de transport. Donc, en général, une inondation forte sur la région Île-de-France et en particulier sur Paris est considérée comme un risque majeur, notamment par les assurances, parce que en fait, ce seraient des coûts vraiment très importants. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec le risque d'inondation vient un risque de pollution. Ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement des maisons qui sont inondées, mais il y a également des usines, des lieux de stockage de matériaux, qui fait qu'ensuite, on va avoir une pollution qui va être transmise par l'eau, qui va se répandre et qui va avoir des conséquences de long terme. Donc là, vous avez également la répartition des sites qu'on appelle Seveso, donc des sites qui contiennent des matériaux potentiellement dangereux ou qui sont à risque d'explosion, par exemple, qui sont situés en zone d'inondation. Et vous voyez qu'il y a des régions qui ont beaucoup de ces sites comme ça. Donc, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région où il y a le plus d'usines, on va dire, qui sont exposées au risque d'inondation. Ensuite, on a Grand Est, Hauts-de-France, etc. En fin 2022, on considérait qu'il y avait 550 sites qui sont à risque de débordement des cours d'eau dans plus de 360 communes. Et là, clairement, on a un problème parce que non seulement, encore une fois, il y a un risque d'inondation, mais ensuite, on va avoir vraiment
une conséquence qui va durer longtemps, parce que si les sites sont pollués, eh bien, la dépollution peut prendre vraiment énormément de temps. Une illustration, je vais vous montrer une illustration de ça tout à l'heure. Voilà, alors maintenant on va regarder, finalement on a vu quels étaient les types d'inondations, donc l'aléa, une forme d'exposition, et donc maintenant on va regarder un petit peu les conséquences, certains facteurs climatiques et un petit peu de prévention. Alors d'abord les conséquences. En fait, en France, une étude qui a regardé 40 années d'inondations par des crues rapides dans le sud de la France, dans la région méditerranéenne, a recensé finalement 328 personnes décédées, majoritairement des hommes, de classe d'âge 40 à 70 ans, avec des particularités. 35% des décès ont lieu en voiture et 31% ont lieu au domicile. En fait, on se rend compte que pour certains types d'inondations, comme les crues rapides, qui donc se produisent très, très rapidement, sur lesquelles on a peu de temps pour réagir, eh bien, il y a des situations à risque. Donc, les gens ont tendance à croire qu'ils pourront se déplacer en voiture sans risque, alors que finalement, ce n'est pas le cas. Et par exemple, dans le tableau, ici, vous avez le fait qu'il y a 50 décès qui sont liés à des passages à gué en voiture ou à pied, des refus d'évacuation, des tentatives de sauvetage de biens ou de personnes, etc. Et donc, par rapport à ça, il faut apprendre ce que c'est qu'une inondation pour ne pas se mettre en danger. Donc, par exemple, là, je vais vous poser une question. Donc, peut-être que vous pourrez me répondre par le chat. C'est, d'après vous, quand c'est une crue comme ça, liée à du ruissellement, à partir de quelle hauteur d'eau est-ce que vous risquez de tomber? Est-ce que, par exemple, vous pensez que vous pouvez passer dans l'eau, si vous avez de l'eau jusqu'au mollet, jusqu'au genou, jusqu'à la hanche, jusqu'au bras, par exemple? Voilà. À quelle hauteur vous pensez qu'on pourra traverser sans risque? Je vous répondrai plus tard. Donc, il y a des comportements qui sont plus dangereux. De nouveau, encore, il y a des risques d'inondation. Donc, avec ici, par exemple, une usine qui a été inondée en Touraine avec donc des produits organiques qui se sont déplacés. Et puis, voilà, vous avez également, cet été, il y a eu un phénomène incroyable la crue a déplacé énormément de cailloux et ça a détruit un village qui s'appelle la Brérarde. Donc, c'est ce qu'on appelle une inondation avec des risques gravitaires. Ça, c'est des choses qui ont malheureusement de plus en plus lieu, soit des écoulements en montagne, la puissance de l'eau peut finalement dériver comme ça beaucoup de matière. On a également les coulées de boue qui se produisent. Les coulées de boue, c'est des choses qui se produisent quand le sol, en général agricole, est maintenu nu et qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe dessus. S'il n'y a pas des haies ou de la végétation qui permet d'arrêter l'écoulement, eh bien finalement, on va avoir tout un tas de terre qui va s'éroder du champ et qui va finir par faire une coulée de boue. Et cette coulée de boue, elle va pouvoir transporter beaucoup de choses et faire beaucoup de dégâts. Donc malheureusement, c'est arrivé cet été. Voilà. Les facteurs climatiques, évidemment, il y a des facteurs climatiques qui sont aggravants à cause du changement climatique. Le premier d'entre eux, c'est le fait qu'avec le changement climatique, on va avoir des précipitations intenses, de plus en plus intenses. Alors, cette figure un petit peu bizarre, c'est une représentation du monde. Vous avez ici l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, ici l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Et donc, à chaque fois, vous avez des hexagones. Et ces hexagones, quand ils sont en vert, ça vous montre que les pluies... En fait, il y a les observations qui permettent d'avoir une évidence que les pluies intenses ont augmenté. Et vous voyez qu'à l'échelle du globe, la plupart des observations montrent une augmentation des précipitations intenses. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'endroits, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud, où il n'y a pas assez de données pour avoir quelque chose. Et donc là, on est en gris. Donc, clairement, ce qu'on a, c'est plus de pluies intenses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des précipitations de l'ordre de 10-15 mm de jour, vous allez avoir 20-30 jusqu'à des centaines de millimètres de jour, comme on a pu avoir donc à Valence.
Un exemple de ça, c'est ici, vous avez sur trois rivières, donc l'Ardèche, le Gard et la Lozère, vous avez les précipitations qui sont tombées depuis le début des observations, et puis vous avez celles qui sont tombées récemment en mars 2024. Ça vous montre que simplement les volumes qui sont tombés récemment, ils n'ont rien à voir avec l'historique. Vous voyez qu'avant, par exemple, pour la Lozère, on était le maximum vers les 50 litres par mètre carré, alors qu'on a atteint 80, 90. Donc, on obtient aujourd'hui des valeurs qui sont loin au-dessus de ce qu'on pouvait avoir avant. Et ça, c'est vraiment un risque marqué. Et par rapport à ces précipitations intenses, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas du tout la même intensité de pluie partout en France. Ici, on regarde les précipitations qui atteignent 100 mm en un jour. 100 mm en un jour, c'est vraiment beaucoup. C'est donc l'équivalent de 10 cm d'eau sur la surface qui tombe juste en une journée. Et pour vous donner une idée, à Paris, par exemple, il pleut 600 mm par an. Vous voyez, donc c'est 1/6 de ce qui tombe en un an. Eh bien, cette quantité d'eau-là, il y a des régions de France qui ont des précipitations à cette intensité-là plusieurs fois chaque année. C'est essentiellement dans la zone méditerranéenne, c'est ce qu'on appelle souvent les épisodes cévenols. Ça arrive, voilà, surtout dans les Cévennes, dans tout le sud de la France. Mais en fait, ça arrive très rarement dans le nord de la France. Un épisode comme ça, vous voyez, quand c'est en rose clair, ça arrive une fois tous les 10 ans. Alors que dans le sud de la France, ça peut arriver plusieurs fois par année. Donc ça, c'est la fréquence aujourd'hui. Mais effectivement, on s'attend à ce que ça va changer. C'est-à-dire que dans le nord de la France, ce genre d'épisodes qui se produisent quasiment jamais, ils vont arriver de plus en plus fréquemment. Et puis, dans les zones où ça arrive souvent, plutôt que d'avoir 100 mm, eh ben demain, ça va être 200 mm ou quelque chose comme ça, et ça va être encore plus fort. Voilà. Et pour la prévention, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire des prévisions, donc anticiper, mettre les gens à l'abri parce qu'on a pu anticiper les événements. Donc, on fait des prévisions, donc en fonction de la climatologie, de l'état du sol, des nappes, du manteau neigeux. On fait des prévisions à partir des observations et de modélisation. Ça nous permet d'anticiper ce qui va se passer à quelques jours et parfois à plusieurs jours. Je vais passer cette diapo-là. Et une fois qu'on a fait les prévisions, on peut dire le niveau sera haut. Et si le niveau est haut, on peut même anticiper quelles seront les zones qui seront inondées. Aujourd'hui, vous avez des sites web qui recensent les zones d'inondation possibles. Donc, c'est le site typiquement Vigicru. Je vous invite à aller voir à Vigicru. Pour différents débits des rivières, vous pouvez avoir une zone d'inondation. C'est un travail qui a été fait sur plusieurs régions de France et qui est en train d'être finalisé sur toute la France. Et puis, évidemment, il y a des notions qu'il faut avoir. Donc, d'abord, on reste à l'écoute, on s'informe. On ne prend pas la voiture, on reporte les déplacements, on se soucie des personnes proches, on s'éloigne évidemment des cours d'eau, on évite de sortir surtout quand il y a de l'orage, on ne descend pas dans les sous-sols, on ne s'engage, on ne se déplace pas, voilà. Et puis, on ne va pas forcément chercher les enfants à l'école. Si c'est une alerte rouge, en fait, il n'y a pas de déplacement. Normalement, l'école garde les enfants. Donc ça, c'est tout un message à avoir. Et puis, évidemment, en plus de ces moments d'urgence, il y a des informations, il y a des préventions qui sont faites à l'échelle des territoires. Et ça, ce qu'on appelle un plan de prévention des risques d'inondation. Ça veut dire que, par exemple, on sait qu'il y a certaines routes que l'on peut prendre où les pompiers pourront aller. On s'assure que, par exemple, l'eau potable sera accessible, l'électricité sera accessible, que les réseaux téléphoniques ne seront pas inondés, etc. etc. Ça, ce sont donc les plans de prévention des risques d'inondation et c'est fait aujourd'hui sur 74% des habitants. La population, elle est exposée sur 64% des gens et c'est couvert sur 59% des habitants. Voilà.
Et donc, en conclusion, voilà, l'aléa inondation, il va persister sous changement climatique, il va même sans doute s'intensifier, que ce soit du fait des précipitations intenses ou de longues périodes de précipitations. Et le montée du niveau marin va également jouer sur cet aléa. Et pour, du coup, réduire le risque, il faut jouer sur les enjeux, donc réduire finalement l'artificialisation des sols et puis aussi adapter nos habitations. Donc voilà, et donc je lirai vos réponses à la question. Donc il y en a qui m'ont dit mollet, genou, genou, genou. Super, vous avez raison, il ne faut pas dépasser le genou pour ne pas risquer d'être emporté. Bravo. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Voilà, on va prendre deux minutes de pause pour permettre aux classes de réfléchir ensemble aux questions qu'elles souhaitent te poser. Il y a déjà quelques questions, donc on se retrouve dans 2-3 minutes. Comme ça te permet de boire quelque chose, Florence, puisque tu es dans un endroit où on peut boire quelque chose, si le fond d'écran ne m'abuse pas. Donc, c'est un fond d'écran, malheureusement. Allez, dans 2 minutes, on se retrouve. Super. Tu es dans ton labo, là, Florence, parce qu'on entend Oui, des voix. complètement. C'est ça. Vous entendez du bruit, peut-être? Non? Oui, on entend des voix qui surgissent de temps en temps. Pourtant, j'ai mis le casque, mais... Oui, non, mais c'est très limité, t'inquiète pas. Bon, écoutez, allez, on va poursuivre donc cette séquence avec quelques questions. Alors, il y a une question qui finalement reprend tes éléments de conclusion et qui porte sur les précipitations. Alors, pourquoi plus de précipitations, en particulier liées au réchauffement climatique? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'atmosphère est plus chaud, il est capable de porter plus d'eau. Donc, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est assez important parce que 1 degré d'augmentation de température, ça augmente la vapeur d'eau que peut porter l'atmosphère de 7%. Et du coup, l'atmosphère, normalement, il porte toute cette quantité d'eau en plus, mais il y a des moments où peut-être qu'il va y avoir un refroidissement brutal. Donc, souvent, c'est quand la masse d'air, elle rencontre un relief et qu'elle va s'élever, du coup, en s'élevant, elle se refroidit. Ou alors, c'est quand elle rencontre une dépression avec un air beaucoup plus froid. À ces moments-là, eh bien, la masse d'air, elle se refroidit, elle va perdre l'eau, et toute cette eau, elle peut tomber de façon très rapide. Et c'est pour ça qu'avec le changement climatique, clairement, on a plus de précipitations. Disons que les précipitations intenses sont plus intenses. Et ça, c'est déjà observé. C'est déjà observé de façon très marquée. On peut avoir des augmentations de l'intensité des pluies horaires ou jusqu'à journalières, mais c'est surtout au pas de temps horaire, vraiment très conséquente, en fait, qui dépasse même les 7% par degré. Alors, il y a une collègue qui reprend la carte qui s'appuie sur la carte que tu nous as montrée et qui met en évidence l'importance des précipitations dans le sud de la France. Est-ce que, justement, la multiplication, tu évoquais les épisodes Cévenol, est-ce que la multiplication de ce type d'événements accroît le risque d'inondation et de fait, justement, multiplie les inondations? Ou est-ce que c'est pas forcément le cas parce que, justement, l'hydrologie et la géographie, finalement, absorbent ces effets? Alors, effectivement, dans les Cévennes, c'est une configuration particulière puisqu'on est tout près de la mer Méditerranée qui va pouvoir s'échauffer pendant l'été. Et en fin de saison estivale, en début d'automne, la mer Méditerranée est très chaude. Au-dessus d'elle, il y a de l'air très chaud qui va pouvoir se charger en humidité. Et ça va, du coup, comme ça, taper sur les reliefs des Cévennes et tout d'un coup, tout tomber d'un coup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez habituel qui se produit en fait quasiment tous les ans, mais qui s'amplifie avec le changement climatique. Alors, ce qui s'est produit en Espagne également, Florence. C'est ce qui s'est produit en Espagne, clairement. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, on ne s'attend pas forcément à avoir tellement plus d'épisodes, mais par contre, des quantités de pluie qui tombent lors de ces épisodes qui sont plus importantes. Et de même, avant, nous, en France, on appelle ça épisode Cévenol.
les Espagnols, ils appellent ça goutte froide plutôt. Mais ce type d'épisode-là, il était marqué à certains, enfin, il était récurrent à certains endroits, donc nous, typiquement sur les Cévennes, mais on voit en fait que ça s'étend dans le sud de la France, c'est-à-dire il y a plusieurs épisodes qui ont tapé, par exemple, le Var ou les Alpes-Maritimes, y compris les Pyrénées-Orientales, alors que c'était un petit peu plus rare avant. Et donc, non seulement on s'attend à ce que ce soit plus fort et que ce soit sur un domaine plus étendu, en fait. Est-ce que du coup, ça a multiplié les inondations? Alors, en fait, dans les zones où ça arrivait régulièrement, il y a finalement un habitat qui prend en compte en général ce risque-là et qui fait que, oui, par exemple, on a eu un fort épisode cette année qui a essentiellement parcouru des zones où il y avait peu d'habitants. Donc, encore une fois, on a eu l'aléa et on n'a pas eu le risque puisqu'il y a peu d'habitants. Et là, le risque, il va s'accroître dans le fait où ça va toucher des territoires qui étaient peu sujets à ça et où, du coup, l'urbanisation est peut-être plus sensible à ce genre d'épisode. Donc, oui, on s'attend à ce que pour le même type d'aléa, on aura sans doute un risque plus grand. D'accord. Et alors donc les inondations du nord de la France, c'est pas l'épisode Cévenol, là c'est quoi? C'est du débordement, c'est du ruissellement? Parce que là, le Oui, nord de alors la France. les inondations qui ont lieu, en fait, pas notamment depuis un an, hein, mais enfin octobre 2023, eh bien là, effectivement, ça a été associé à 3 semaines de pluie très intenses qui ont complètement, qui ont fourni énormément de ruissellement et qui ont complètement mis à défaut cette région où finalement l'hydrologie n'était pas du tout adaptée aux quantités d'eau qui sont tombées. De nouveau, il y a un facteur aggravant qui est clairement le fait qu'il y a des constructions qui sont mises dans des lieux sensibles. Hein, donc, ça clairement, on se fragilise en habitant dans des lieux qui sont inondables. Mais il y a quand même eu un épisode météo vraiment impressionnant, assez rare. Hein, 3 semaines de pluie comme ça, c'est vraiment rare. Et donc, c'est peut-être associé au changement climatique, mais ça peut aussi entrer dans les variabilités naturelles, voilà, qui ne sont pas toujours les pluies, c'est quelque chose de très variable dans le temps. Et donc, ce n'est pas toujours évident de pouvoir l'attribuer clairement à du changement climatique, même Alors si c'est un facteur aggravant. mais concernant les inondations par débordement, tu as parlé du lit mineur, lit majeur. Comment on Oui. établit ce lit? Sinon justement par les inondations et par ces débordements qui peuvent se produire. Alors tout à fait, en fait, le lit mineur, il est tout le temps sous l'eau, hein, le lit majeur, il est beaucoup moins et en fait, disons qu'on va dire, le lit majeur, souvent, il y a eu des zones agricoles qui se sont développées parce que même si de temps en temps c'est inondé, ce sont souvent des plaines assez fertiles et ça s'est développé comme ça. Malheureusement, en fait, avec le temps, souvent, il y a eu quelques cabanes qui se sont mises en place et puis les agriculteurs ou les maraîchers, enfin, ou même les habitants qui avaient des champs, ont voulu protéger leurs champs des inondations. Puis on a mis des digues. Et puis une fois qu'on a mis des digues et que les inondations viennent plus rares, on transforme ces petites cabanes en maisons, puis en immeubles. Et puis finalement, en fait, c'est comme ça qu'on se met en danger finalement en allant grignoter la plaine, le lit majeur des rivières. Donc en général, elles sont assez bien connues, mais on les a modifiées, on a en tout cas modifié l'occurrence du débordement par la présence de digues. Et souvent, le fait d'avoir mis ces digues, ça accélère aussi le débit du cours d'eau et ça aggrave la situation en aval. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on essaye de revenir, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui étaient préservées et dans lesquelles on préfère aujourd'hui dire, OK, on va supprimer les 2-3 maisons qui sont là pour permettre à la crue de déborder dans le lit majeur et protéger en aval peut-être une autre partie de la ville. Voilà. Mais effectivement, c'est des zones assez bien connues en général qui ont souvent été urbanisées a posteriori. Et du coup, les communes tiennent compte de ces informations pour l'urbanisme? Oui, tout à fait, tout à fait. Avec certaines singularités, hein, puisque aujourd'hui, on est il y a beaucoup de dégâts liés aux inondations, notamment parce que les maisons, elles ont toutes de l'électricité.
Et dès qu'on noie des fils électriques, ben, ça va pas très bien. Mais il faut bien se dire qu'il y a quelques dizaines, centaines d'années, ben, les gens n'avaient pas du tout le même problème. Ils pouvaient avoir beaucoup plus d'avantages d'être proche d'une rivière parce qu'il y avait de la navigation, ils pouvaient débarquer des matériaux, etc. Typiquement, la ville de Saintes, il y a plusieurs villes comme ça qui sont très sujets à l'inondation. À l'époque, ils prenaient le risque parce qu'ils avaient plus d'avantages liés notamment à la navigation ou au transport. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec des villes très anciennes, mais souvent impactées par des inondations, mais des dégâts aujourd'hui plus importants parce qu'effectivement, on ne vit plus de la même façon qu'il y a quelques centaines d'années. Donc, en général, on dit les anciens, ils étaient malins, ils n'allaient pas dans les zones inondables, mais parfois, parce qu'ils avaient plus intérêt à ça, ils les faisaient quand même. Et effectivement, on peut avoir des villes assez anciennes qui sont malgré tout très sensibles à ce risque-là. Mais les dégâts ne sont pas les mêmes aujourd'hui parce qu'on va noyer des voitures, des fils électriques, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, tout à fait. Tu nous as indiqué la carte Vigicru, hein, qui donne des informations Oui, tout à fait. assez détaillées d'ailleurs, hein, sur les cours d'eau. D'ailleurs, là, c'est relativement bleu, là. Il y a un petit peu de jaune encore dans le nord, mais c'est quand même relativement calme. Est-ce qu'on a une carte du même type pour les remontées de nappes? Alors, les remontées de nappes apparaissent dans les risques de crue également. C'est la cartographie qui change. C'est-à-dire que dans Vigicru, vous avez vraiment l'état des rivières qui vous dit attention, là, on est en niveau haut de rivière. Et donc, potentiellement, on va passer de la crue à l'inondation. Et dans Vigicru, normalement, vous pouvez arriver à des cartes qui vous donnent pour un niveau de rivière quel risque d'inondation j'ai. Voilà. Et ces risques, ils incluent effectivement potentiellement les débordements de nappe. Mais voilà, les débordements de nappe, encore une fois, il y en a. Donc, ça a été un peu le cas dans le Pas-de-Calais, même s'il n'y avait pas que ça. Et puis, dans les inondations en 2020, en 2001 de la Somme, voilà, c'est vraiment, il y a eu des zones qui ont été inondées, mais 5-6 mois à cause du fait que la nappe ne redescendait pas et qu'effectivement, ils étaient situés dans les points qui étaient à débordement de nappe. Ouais. Alors justement, je reviens sur la carte de précipitations intenses, et en particulier le fait qu'on voit bien que le sud de la France est particulièrement touché par ce type de précipitations. Mais il me semble, et tu vas me contredire si je me trompe, mais il me semble que le niveau des nappes, malgré tout, reste assez bas dans la partie des Pyrénées-Orientales, puisqu'ils étaient en déficit d'eau pendant un long moment. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Et qu'est-ce qui fait que les nappes ne se rechargent pas alors? Alors, les nappes, de toute façon, elles se rechargent avec les précipitations. Donc, les nappes, elles peuvent se recharger de deux façons. C'est soit les pluies sur une surface, donc c'est l'infiltration de l'eau dans le sol qui finit par rejoindre la nappe, soit c'est les rivières qui vont finalement perdre un petit peu d'eau et recharger la nappe. Donc, on a un petit peu ces deux effets-là, et dans les Pyrénées-Orientales, on avait les deux cas. Mais finalement, dans les Pyrénées-Orientales, les nappes, elles avaient réussi, quand on ne prélève pas trop dans la nappe, on peut maintenir un niveau assez haut de la nappe, même si elle se recharge moins. Et c'est vrai que dans les Pyrénées-Orientales, la nappe, ils avaient réussi à la maintenir un petit peu. Et c'est des systèmes assez complexes parce qu'on parle souvent de la nappe phréatique, mais en fait, il n'y a pas une seule nappe. Donc, une nappe, c'est une partie du sol qui est saturée en eau. Et parfois, en fait, on peut avoir plusieurs parties du sol qui sont saturées en eau et qui vont communiquer. Et du coup, si le niveau de la base de la nappe, la plus haute, la plus proche de la surface, descend un petit peu, et ben, elle peut être réalimentée par de l'eau qui vient tout en bas et qui va remonter et qui va réalimenter la nappe de surface. Donc ça, c'est un processus assez intéressant qui permet aussi de tamponner des variabilités. Donc on va pouvoir finalement réduire la variabilité très forte qu'on a en surface et maintenir un niveau de nappe supérieur. D'accord. Voilà. Alors concernant justement les habitations, il y a pas mal de questions dessus. Qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment est protégé, ou en tout cas mieux préservé des inondations que ceux qui ne le sont pas?
Est-ce qu'il y a une Alors, en technique général, de construction? Voilà. alors déjà, en général, il y a un facteur important, c'est la proximité au cours d'eau. Si vous êtes très proche du cours d'eau ou assez loin, mais à la même hauteur, vous avez des chances d'être sensible à un débordement du cours d'eau. Alors là, vous avez sans doute vu ce qu'on appelle des marqueurs de crue, qui sont des zones sur certains bâtiments où on voit, voilà, en 1856, la rivière, elle est arrivée tout en haut. C'est souvent très impressionnant à voir parce qu'on se redit, waouh, c'est vraiment des hauteurs vraiment très importantes. Dans la plupart des villes ont ça. Et donc déjà, si on est à proximité de ces endroits-là et qu'on voit qu'effectivement le marqueur de crue, il est bien au-dessus, hein, là, vous êtes à risque de crue, c'est sûr. Ce qui est vraiment important de se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, on est très sensible à ces débordements de rivières, mais demain, et même déjà maintenant, on va être de plus en plus sensible à des inondations par ruissellement. C'est-à-dire que même si on est très au-dessus de la rivière, on va pouvoir être inondé par des ruissellements. Ça, c'est une information qu'il faut vraiment tenir compte parce que, en gros, il suffit plus d'être très au-dessus de la rivière pour être protégé des inondations. Ça, et notamment pour les usines, encore une fois, qui sont potentiellement avec des produits polluants, qui, si elles sont inondées, risquent de déverser tout un tas de produits dans l'environnement. Donc, c'est vraiment un facteur à intégrer. Et par ailleurs, donc, quand on Le a... risque dont tu parles, il est lié à l'artificialisation des sols? Oui, alors de toute façon, le risque, il est, encore une fois, l'aléa, c'est quand ça déborde, mais si ça déborde dans un marais, c'est pas grave. Et ce qu'on appelle risque d'inondation, c'est quand ça touche finalement nos activités humaines, hein, donc des routes, des immeubles, des usines, des écoles, des gymnases. Voilà, donc c'est quand même en général un débordement sur une zone artificialisée. Voilà. Et donc on peut construire en zone inondable avec, par exemple, ce qui se fait de plus en plus, on construit sur pilotis et on fait attention de pas d'être suffisamment en hauteur pour pouvoir ne pas être inondé et pouvoir peut-être même sortir de son appartement directement sur une butte et pouvoir circuler même lors d'une inondation. En Hollande, ils ont carrément des maisons qui peuvent flotter parce que voilà, pour pouvoir voilà. Donc souvent c'est ça, pas de construction en sous-sol, de pas aller. Vous voyez, le risque, c'est de ne pas aller chercher les voitures. Donc pas de construction en sous-sol, pas de parking souterrain dans les zones inondables, hein, pour éviter ce genre de risque. Parfois c'est vraiment ça. Donc éviter que les étages du bas soient inondés. Mais ça, c'est ce qu'on fait beaucoup proche de la rivière. Et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau type de risque qui va être de plus en plus dominant. Et lorsque les habitants perdent leur maison, comment ça se passe? Ils sont indemnisés? Enfin, il y a une procédure particulière mise en place pour les effets des Oui, alors, inondations? effectivement, il y a un risque de catastrophe naturelle inondation. Donc, l'État déclare une zone en catastrophe naturelle inondation et donc il y a de l'argent de l'État qui vient indemniser en plus des assurances. Donc, en France, on a l'avantage d'avoir une assurance obligatoire. Donc, en particulier, les locataires sont obligés d'être assurés et les propriétaires également. Donc, malheureusement, il y a certains propriétaires qui, au fil des années, ne sont plus assurés et là, effectivement, ils risquent de perdre beaucoup. Mais sinon, il y a cette organisation de l'État, les catastrophes naturelles, qui permettent d'indemniser. Cependant, c'est très long. En général, c'est toujours très long. C'est loin d'être évident. Et donc, c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'éviter d'habiter à proximité. C'est très facile à dire, c'est pas si facile à faire. On sait qu'il y a énormément de bâtiments publics en zone inondable, y compris des écoles, des collèges, des gymnases et même des stations d'épuration. On a même vu des prisons qu'on a dû évacuer, voilà, des hôpitaux, malheureusement. Des choses comme ça. Alors, pour changer encore de type d'inondation, comment un barrage peut-il rompre? Oui, alors c'est une très bonne question parce que malheureusement, c'est un risque aussi qui va être récurrent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un barrage, quand il y a trop d'eau, normalement, il a un moyen de laisser l'eau se déborder.
Et en général, quand le problème, c'est que s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'eau et qu'il y en a beaucoup qui passent par-dessus, ça fragilise le barrage. Donc, en général, un barrage, il va essayer, s'il y a une grosse crue qui arrive, de se vidanger, de descendre suffisamment pour pouvoir finalement aussi stocker un petit peu d'eau lors de cette crue et donc réduire évidemment le risque de crue en aval, mais aussi pour se protéger, pour ne pas avoir trop de débordements et donc pas trop de vibrations qui peuvent faire céder le barrage. Malheureusement, ça arrive à peu près enfin, dans les pays du monde, tous les ans, on a des ruptures de barrages. Cette année, on a eu un épisode assez dramatique, je crois en Tunisie, non, je ne sais plus très bien, ou au Maghreb, où malheureusement, il y a un barrage qui a cédé, qui a complètement inondé une ville. C'est vraiment quelque chose de très risqué. Comme aujourd'hui, on risque d'avoir des crues intenses plus fortes qu'avant, eh bien, quelque part, il faut d'autant plus s'assurer de la robustesse de ces barrages à ce risque-là. Alors, en France, il se trouve que les gros barrages, ils sont très bien réglementés, très bien suivis. Donc, finalement, le risque, il est moins sur ces gros barrages que sur les plus petits qui sont moins réglementés, mais qui peuvent quand même faire une vague, s'ils devaient rompre, qui pourrait avoir des conséquences. D'où l'importance de la météorologie, j'imagine, puisque ça doit s'anticiper, ça, ce genre de crue. Parce que s'il y a des précipitations Exactement. prévues, il faut que les barrages délestent auparavant, c'est ça? Exactement. Donc, en général, la météo, elle est capable d'anticiper que dans les jours et parfois seulement heures qui viennent, on va avoir un bel épisode de pluie très intense. Le problème qu'on a, c'est qu'on va dire, OK, là, il y a un risque important dans les Alpes-Maritimes, par exemple. Vous voyez, mais pas forcément, malheureusement, comme on a pu le voir sur la Vésubie ou la Roya. Vous voyez, on va dire les Alpes-Maritimes. Donc, ça fait quand même un grand domaine. Et c'est là que c'est un petit peu difficile pour les gens d'être capables à chaque fois qu'on leur dit, voilà, les Alpes-Maritimes sont un risque, mais en fait, on ne sait pas si ça va toucher telle partie ou telle partie des Alpes-Maritimes. Donc, ça mobilise à chaque fois tout un tas de gens, alors qu'effectivement, il n'y a qu'une partie qui va être touchée par ces fortes pluies. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir une certitude très forte sur la position. On peut très bien se tromper même de 50 km. 50 km, ça peut ne pas paraître beaucoup, mais ce n'est pas forcément le bon bassin versant. Et donc, voilà, ça fait quand même des incertitudes assez fortes. Alors, on va quitter la métropole parce qu'il y a une question sur la Guyane. Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ce phénomène. Il y a Alors, eu une oui. grande sécheresse et le fleuve Amazon a été complètement asséché. Tu as une idée de la cause de cette asséchage? Alors, effectivement, il y a une très grosse sécheresse. Alors, je pense quand même que l'Amazone, il reste de l'eau, mais il y a effectivement une grosse réduction du débit. Mais effectivement, alors, c'était une année, si je ne me trompe pas, El Niño, cette année, ou je vais dire une bêtise. Donc, en tout cas, il y a des relations très importantes entre les températures de l'océan, y compris là sur l'océan Pacifique, et les précipitations, et notamment dans la région. Et donc, il y a des épisodes, voilà, on sait que dans certaines situations de l'océan Pacifique, on va avoir tendance à avoir plutôt des sécheresses en Amérique du Sud ou au contraire des inondations. Et là, donc, il y a une partie, je crois, de cette sécheresse qui serait liée un petit peu à ces anomalies de température sur l'océan, mais pas que, malheureusement. Et j'avoue, je n'ai pas bien suivi si c'était le changement climatique qui en était la cause, mais en tout cas, il y a certainement une variabilité, ce qu'on appelle naturelle, donc ces changements de température de l'océan, sans doute accompagnés par d'autres épisodes que je ne saurais pas vous expliquer. Désolée. Et du coup, là, on sort carrément du territoire français. Il y a une question, donc là, on se projette dans l'avenir. Est-ce que le changement climatique va déclencher des inondations dans les déserts, par exemple? Alors, dans les déserts, il y a peu de chance, en tout cas, c'est rare. Mais par contre, c'est vrai que il est vrai qu'il y a des changements de précipitations, typiquement au Sahel. Et en particulier, vous avez peut-être vu, vous vous rappelez peut-être qu'en Éthiopie, il y avait une énorme sécheresse dans les années 80-90 qui a duré assez longtemps.
Et on sait aujourd'hui qu'une partie de ces sécheresses ont été associées à des pollutions en fait, atmosphériques. Alors, on ne parle pas ici de gaz à effet de serre, on parle d'aérosols qui ont finalement déplacé des masses d'air et qui ont finalement fait qu'il y avait moins de précipitations au Sahel. Aujourd'hui, en Europe, on a moins d'aérosols parce qu'on brûle moins de charbon. Et ces masses d'air se sont redéplacées et on a beaucoup plus de précipitations, notamment au Sahel. Et il y a des inondations assez fortes en Afrique de l'Ouest ces dernières années, qui sont en partie liées au fait qu'il y a cette correction des circulations qui étaient perturbées par des aérosols, plus le changement climatique. Donc, parfois, on a effectivement des zones qui étaient très sèches qui deviennent nettement moins sèches. Et le changement climatique dans le monde, c'est pas partout par la même chose. Il y a des endroits où il y aura plus de pluie, il y a des endroits où il y aura moins de pluie. Partout, il fera plus chaud. Mais par contre, en termes de précipitation, c'est pas du tout pareil là, partout. Et donc, ces changements seront durables? Alors, pour ce qui est du Sahel, il y a une partie des changements qui vont être durables, mais après, je pense que malgré tout, pour les précipitations, il y a beaucoup d'endroits où on n'est pas très certain même du changement de signe. Est-ce que ça va aller plus dans ce sens-là? Et encore une fois, il y a tout un tas de facteurs qui jouent. Il y a des variabilités, je dirais, climatiques normales, et puis il y a des fluctuations liées au changement climatique. Il y a là des changements qui sont liés aux aérosols, donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent s'associer. On peut aussi avoir des changements d'occupation des sols, voilà, une déforestation ou au contraire une reforestation qui vont jouer un petit peu sur la localisation parfois de certaines choses. Et donc, ouais, plusieurs facteurs, c'est pas toujours simple. Alors, Florence, une dernière question. C'est quoi le quotidien d'une chercheuse en hydrométéorologie? Quand elle n'est pas à France Inter ou en visio pour diffuser justement le savoir auprès des élèves. C'est quoi son quotidien? Alors le quotidien, en fait finalement, on a un travail où à la fois on encadre des étudiants, donc on a pas mal de contacts avec les étudiants, on essaye de mettre en place des campagnes de mesures, on regarde quel matériel il faut acheter, où est-ce qu'il faut le mettre en place. Et puis il y a du temps où on lit des articles scientifiques, donc on est devant un écran et on lit des documents. Il y a des fois c'est nous qui écrivons les documents. Et puis sinon, on fait un peu de code, on regarde, on télécharge des données, on fait des analyses de données. Voilà, c'est quand même assez varié. Mais tu vas sur le terrain? Alors, je vais sur le terrain, alors plus ou moins souvent, en fait. Là, on est en train de mettre en place des systèmes d'observation. Donc, pour l'instant, c'est plutôt sur des sites expérimentaux, donc pas beaucoup de terrain. Moi, comme je travaille sur des temps longs, j'utilise beaucoup de données qui ont été acquises par d'autres. Donc, en ce moment, on en met en place également, mais voilà. Donc, je vais, voilà. Et puis, avec les étudiants, on fait un stage terrain. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est très intéressant également d'aller regarder comment ça fonctionne. Donc, sur le terrain. Et donc, voilà. Moi, en ce moment, c'est plutôt de l'expérimental, on va dire, que je fais que du suivi de terrain. En tout cas, je suis très content parce que tu es la 3e femme de la journée sur 4 intervenants à avoir montré que justement les femmes font de la science. Alors, comment ça se passe dans ton labo? C'est équilibré? C'est comment le rapport Alors, dans mon labo, c'est pas très équilibré, hein. Malgré tout, il y a beaucoup plus d'hommes. Donc, je suis dans un laboratoire de géologie où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les séismes, en fait. Et c'est surtout des hommes. Et voilà, donc on essaye de rendre un petit peu plus équitable, paritaire, le nombre de femmes dans le laboratoire. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'était assez masculin. Mais clairement, voilà, moi, je suis aussi enseignante, j'étais responsable d'un master et j'ai très bien vu que les hommes et les femmes ne se présentent pas du tout de la même façon pour être admises dans les études supérieures. Et souvent, les femmes sont plus modestes, amènent plus leur questionnement. Je ne suis pas sûre d'être capable de, là où un homme va dire non, mais moi, je suis super fort, donc ça va le faire. Heureusement, on sait un petit peu que ce n'est pas parce que la personne, elle met des doutes
qu'elle n'est pas capable, nous on est persuadé que la personne sera capable. Donc tant que c'est ça, c'est pas très grave. Par contre, le problème, c'est que, voilà, sans doute, il y a beaucoup de femmes qui ne donnent pas leur dossier parce qu'elles ont peur. Donc moi, je vous incite toutes, voilà, essayez, voilà. Si vous avez envie de faire des études à tel endroit, bah, envoyez votre dossier. Peut-être que vous serez prise, peut-être que vous ne serez pas prise, mais si vous n'essayez pas, bah, vous n'aurez pas pu tenter votre chance. Et souvent, voilà, vous vous sous-estimez. Donc, voilà, tentez votre chance. Merci Florence pour ce message à l'adresse des filles qui nous écoutent. Eh bien Voilà. voilà, on termine cette première journée. Encore un grand merci pour cette heure passée ensemble et puis cet Merci à éclairage vous. sur les phénomènes d'inondation. Merci, merci. En tout cas, donc, eh bien, nous nous retrouverons demain. Alors, peut-être pas avec les mêmes élèves et avec les mêmes enseignants, mais dans la mesure où la journée de demain était surtout destinée aux élèves du premier degré. Mais on n'était pas fermé à l'inscription des collègues de collège en particulier, parce que je pense qu'il y a des sujets qui pourraient aussi les intéresser. Je vous dis simplement qu'on commence avec Erwin Dehouk, qui va nous parler de la géologie de la planète Mars. Donc là, on va carrément sortir de la planète Terre. Je vous dis, eh bien, nous vous disons, puisque je remercie aussi l'équipe que vous n'avez pas vue, mais qui travaille dans l'ombre là pour organiser les questions. Donc on vous dit bonne soirée. On vous remercie, on remercie les participants d'avoir été présents. Et on se retrouvera peut-être demain à partir de 9h avec Erwin et la planète Mars.